33 ans que le Mali a opté pour la démocratie. Nous faisons un état des lieux de la pratique de cette démocratie dans notre pays. La fin de la transition et les perspectives, nous y consacrons la série de la semaine. Les députés ont voté une nouvelle constitution au Togo. Elle confie désormais l'élection du président de la République au Parlement. Ce 26 mars a marqué la 33e anniversaire de l'avènement de la démocratie au Mali, occasion de faire l'état des lieux, des perspectives et acquis. Paul Yapinguesson. En 33 années de pratique démocratique, le Mali a enregistré des acquis, mais reste aussi confronté à des défis. Le processus démocratique a été émaillé d'événements. 3 coups d'État en pleine démocratie. Ce complot éventré fait qu'aujourd'hui, les acteurs du mouvement démocratique sont en disgrâce. Mais pour eux, le bilan des 33 années du renouveau démocratique est salutaire. Cela dit, je crois que c'est un débat qui va être très complexe. Parce que le bilan, nous, en tant qu'acteurs du mouvement démocratique, nous pouvons dire sans embâche que le bilan est largement positif. D'abord parce que les énergies et les initiatives ont été libérées. C'est ce qui nous a valu cette liberté d'expression, les journaux, les médias, tout ce que nous voyons qui permettent aux Maliens de se libérer et de dire ce qu'ils pensent sur la marche de leur pays. Ce qui n'était pas possible avant. Pendant les 23 ans de la dictature de Moussa Traoré, c'était impossible. L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMS-UNEM, déplore une défaillance de la démocratie depuis son avènement à nos jours. Quant à l'association pour la défense des victimes de la répression de 91, elle invite les autorités à enseigner les valeurs de la démocratie dans les écoles, mais surtout de penser aux victimes de la révolution. Oumar Ibrahima Touré, président du parti Alliance pour la République, s'insurge contre les acteurs qui veulent mettre en cause les acquis de la démocratie. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous regrettons, c'est que des gens commencent vraiment à mettre en cause vraiment tout ce progrès qui a été réalisé pendant ces 33 années de démocratie. En considérant d'ailleurs que tout rien n'a été fait. Je crois que ça, c'est franchement, je ne sais pas comment le qualifier, mais je crois que ce sont des gens qui veulent réécrire l'histoire du Mali. Mais ça ne marchera pas. Accusés d'être les responsables de la déchéance du Mali, les leaders politiques soutiennent le contraire. Car selon eux, le vrai problème du pays est le manque d'institutions fortes. Sinon, quand vous prenez ce qui est le cas du président ATT, le cas du président Ibrahim Boubacar Keïta, franchement, je crois que si on avait des institutions fortes, on n'allait pas arriver à ça. Donc, je crois que ce qui a été un gros problème, c'est que nous n'avons pas pu mettre en place des institutions fortes. Et s'il n'y a pas d'institutions fortes, c'est difficile de pouvoir de réguler la vie politique de la nation ou bien la vie de la nation tout court. Pour rappel, au début de l'année 91, un vent nouveau a soufflé au Mali. En effet, rien ne marchait dans le pays gangréné par la corruption, le népotisme, le clientélisme, la gabegie, le détournement des biens publics. Fatigué de la cherté de la vie, assoiffé de liberté, aspirant au multipartisme, le peuple malien de tous les âges confondus s'est levé comme un seul homme pour faire des revendications qui a abouti à la chute du régime du général Moussa Traoré le 26 mars de la même année. Ce 26 mars devrait marquer officiellement la fin de la transition, mais en dépit des engagements pris par les autorités actuelles, elles semblent déterminées à rester au pouvoir le temps d'un retour à la paix et la sécurité, mais aussi d'une refondation du pays. Face à cette situation, quelles sont les perspectives pour la suite de cette transition? C'est le premier épisode de la série de la semaine avec Soumaïla Fani. Le 6 juin 2022, un décret présidentiel fixait la durée de la transition de 24 mois à compter du 26 mars 2022. Hier mardi marquait la fin officielle de la transition. Force est de constater qu'on n'a pas pu organiser des élections à date en raison d'un léger report qui a été annoncé par les autorités compétentes. Ce que moi je peux dire en termes de perspective, c'est qu'il urge vraiment pour les autorités compétentes de communiquer, de s'adresser au peuple, d'expliquer quelles sont les prochaines étapes, parce que cela est fondamental. Quand on est dans une situation comme ça,
On ne peut pas rester dans l'indifférence, on ne peut pas rester dans l'incertitude. En tout cas, quand on a pris des engagements, que pour des raisons diverses qui peuvent être parfois justifiées, on n'a pas pu tenir nos engagements, il faut être capable, selon moi, de pouvoir revenir vers ce même peuple-là, d'expliquer quelles sont les prochaines étapes. Les gens ont besoin d'être informés, les gens ont besoin d'un objectif, d'un cap pour savoir dans quoi ils sont. Le président du mouvement Génération Engagée soutient aussi qu'un calendrier clair et tenable soit établi pour la suite du processus. Et un calendrier qui ne fera pas l'objet de report, parce que de report en report, c'est l'État même qui perd en crédibilité et ça, je ne le souhaite pas pour notre pays. On est conscient qu'il y a des efforts à faire sur beaucoup de questions, notamment sécuritaires, notamment économiques, notamment politiques. Mais il faudrait quand même cette fois-ci être capable pour nous de dégager un calendrier clair que les Maliens accepteront et pour lequel les Maliens s'engageront à tenir les délais. Et pour moi, il n'y a pas d'autre issue à une transition que la voie des élections. Mais pour Fousseinou Ouattara du Conseil national de transition, se référer au décret du 6 juin 2022 pour justifier la fin de la transition est aberrant, car un décret ne pourrait pas être au-dessus d'une loi fondamentale, en l'occurrence la Constitution. Parce que nous sommes sous une nouvelle Constitution, il faut se référer aux normes de la nouvelle Constitution. Donc tout ce qui a été fait avant, il faut oublier ça. En l'occurrence, le titre 13, dispositions transitoires, article 189. La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution, où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse. Donc, toute disposition qui n'est pas conforme à la nouvelle Constitution est abrogée, comme vous pouvez le constater. Article 190. Jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Toutefois, les activités de la Haute Cour de justice prennent fin dès la promulgation de la présente Constitution. Donc ça veut dire que seule la Haute Cour de justice a été abrogée directement. Pour elle, tout est fini. Donc les autres constitutions continuent jusqu'à ce qu'elles soient remplacées. En l'absence d'un nouveau décret relatif à une nouvelle prorogation de la transition, que dira la Cour constitutionnelle qui devra statuer sur la question? Va-t-elle prendre la peine de formaliser cette situation ou laisser la transition se poursuivre? Le rapport de l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d'action 2022-2024 de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité au Mali a été présenté ce mercredi 27 mars. Assetoumani Koulibaly était sur place. La mise en œuvre du plan d'action 2022-2024 de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité RSS au Mali a pour objectif de garantir la pertinence, la durabilité ainsi que l'efficience de la réforme. Son élaboration a été faite avec notamment le soutien du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève, DICAF. Les résultats qui vous seront présentés donc tout à l'heure ont fait l'objet en amont d'un travail rationnel et méthodique de définition d'indicateurs, de collecte de rapprochement et d'interprétation de données quantitatives et qualitatives. Après quelques années de mise en œuvre, il était sans doute utile de procéder à cette évaluation indépendante et alternative au mécanisme d'évaluation prévu par la stratégie elle-même pour en ressortir la dynamique qui semble plutôt positive avec cependant de nombreux défis qui nous seront expliqués par les auteurs du rapport. Le rapport est une évaluation indépendante produite par la société civile sur le plan d'action de la stratégie nationale de la réforme. Les données de ce rapport à retenir s'inscrivent de septembre à novembre 2023. L'évaluation couvre 4 grands axes de réforme répartis en 40 actions dont la mise en œuvre par le commissariat du plan d'action de la stratégie nationale de la RSS, le renforcement des capacités de l'État à répondre aux attentes des populations dans les volets sécuritaires, de défense et de justice. Donc en résumé, nous avons vu qu'il y a une seule action qui est non réalisée. Il y a 28 actions qui sont en cours de réalisation
et 11 autres actions qui ont des difficultés, mais qui ont des difficultés, mais dont l'État est en train de mettre des moyens pour qu'elles puissent aussi arriver à terme. Alors, en synthèse, on peut dire que l'État a fourni beaucoup d'efforts avec l'accompagnement de ses partenaires. En somme, nous avons rencontré les acteurs de mise en œuvre du plan d'action, les acteurs qui travaillent dans ce plan d'action au jour le jour. Donc, c'est leur perception et la perception des Maliens, surtout, pour lesquels la RSS est faite. C'est cette méthode qu'on appelle qualitative qui a été mise en œuvre pour produire ce rapport. Les recherches de terrain menées concernent Bamako, les régions de Ségou, Kita et de San. Pour un total de 235 personnes, dont 82 femmes et 153 hommes abordés au travers d'un entretien représentant plusieurs profils, dont des administrateurs civils, des syndicats de travailleurs, des acteurs des médias, des religieux, pour ne citer que cela. Après cette phase de présentation, accompagnée de critiques et de recommandations, le rapport final sera présenté aux autorités de la transition. En bref, la ville de Mopti a fait l'objet lundi dernier d'une attaque terroriste ayant visé les postes de police à l'entrée de la ville. Selon des sources locales, 2 individus armés circulant sur des motos ont ouvert le feu sur les policiers. 2 d'entre eux ont trouvé la mort et un autre blessé. Les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération de ratissage qui a conduit à l'arrestation de certains suspects. L'actualité sur un tout autre registre. Le lunetier opticien La Paire vient d'inaugurer sa 8e boutique à Niamana afin de rendre ses produits plus accessibles. Djeneba Samaki. L'ouverture de cette nouvelle boutique cadre avec l'ambition de La Paire d'être plus proche de la population pour répondre à ses besoins. Effectivement, avant d'être sur le marché, on sent qu'il y avait un besoin de ce service. C'est que les gens avaient du mal même à se faire consulter, à plus forte raison que d'acheter les verres. Donc les verres, c'était déjà trop coûteux, mais dans les tests de vue, on n'en parlait pas. Donc avec les tests de vue gratuits et aussi les lunettes à prix abordable, ça a été un vif de soulagement à la population. La nouvelle boutique offre aux résidents de Niamana un accès à une variété de produits optiques de qualité. Prendre soin de la vie est très précieux. Nous voulons sensibiliser plus de populations à prendre soin de leur vie, se rapprocher d'eux pour leur rendre facile cet accès-là, rendre facile l'accès aux opticiens, aux spécialistes de la vie et rendre facile aux accessoires de la vie, les lunettes corrigées et le test gratuit. Nous avons plus de 150 types de montures sur nos présentoirs. Nous avons les montures de forme ovale, les montures de forme dite chat. Donc nous avons beaucoup de montures pour tout type de visage qui peuvent vous rendre encore plus stylé. Les clients qui visitent la nouvelle agence à Niamana peuvent s'attendre à un environnement chaleureux et accueillant, des professionnels en santé visuelle dévoués et disponibles et une large sélection de lunettes tendance et de qualité pour convenir aux besoins et goûts de chacun. Le tout pour un prix juste et transparent. Donc on a des opticiens qui sont très qualifiés, qui connaissent beaucoup les travaux aussi, qui sont là aussi à satisfaire aussi les clients qui rentrent avec des difficultés, avec des problèmes au niveau de l'œil. Il y a mes collègues ici qui sont là aussi pour l'efficacité et puis pour la satisfaction totale des clients chez nous ici. En avril, La Paire va ouvrir sa 9e agence à Tchébani et dans d'autres quartiers, toujours dans les soucis de se rapprocher davantage de la population et rendre ses produits et services accessibles à ces derniers. Les députés togolais ont adopté lundi soir une nouvelle constitution. Celle-ci change l'actuel régime présidentiel en régime parlementaire. Aminata Keita. Au Togo, le président sera désormais choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans non renouvelable. C'est ce qui ressort du nouveau texte du pays validé par l'Assemblée nationale avec 89 voix pour, 1 contre et 1 abstention. Jusqu'ici, le président togolais a été élu au suffrage direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Cette nouvelle constitution introduit un poste de président du Conseil des ministres. Celui-ci a la pleine autorité et le pouvoir de gérer les affaires du gouvernement et d'être tenu responsable en conséquence.
Selon le texte, le président du Conseil des ministres est le chef du parti ou le chef de file de la coalition de partis majoritaires à l'issue des élections législatives et est désigné pour un mandat de 6 ans. Il fallait changer ce système partisan depuis les années 90 que nous avons hérité, pour certains de l'indépendance, pour d'autres, après le discours de la Baule, qui est un régime à la fois présidentiel, des fois semi-présidentiel. Il fallait quand même clarifier un certain nombre d'insuffisances observées dans la Constitution de 92. Et le régime parlementaire, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il participe vraiment le dynamisme au niveau du fonctionnement des institutions de la République. Donc il y a eu un rééquilibrage des pouvoirs du chef de l'État et des pouvoirs du président du Conseil des ministres qui devient Premier ministre. Et dorénavant, vous gagnez le Parlement, vous dirigez le pays. C'est aussi simple que ça. En 2019 déjà, les députés avaient révisé la Constitution pour limiter à 2 les mandats présidentiels tout en remettant les compteurs à 0 pour le président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Pour l'heure, aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur du nouveau texte. Toutefois, il intervient à moins d'1 mois des prochaines élections législatives au Togo qui doivent se tenir le 20 avril en même temps que les élections régionales. Le Togo rejoint ainsi les 5 autres pays africains fonctionnant sur régime parlementaire. Il s'agit de l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Botswana, l'île Maurice et la Somalie. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.